Les opposants à Donald Trump n'ont donc pas tardé à se faire entendre. Dès hier soir, ils se sont spontanément rassemblés par centaines ou par milliers dans plusieurs villes. Ils se disent terrorisés à l'idée de voir s'installer le milliardaire dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Anne-Charlotte Iné. C'est l'autre Amérique, celle qui conteste l'élection de Donald Trump. Pas mon président, scandent ses habitants de Chicago, au pied de la tour qui porte son nom. Les slogans sont à la limite de l'insulte, à la mesure du choc qu'ils ont ressenti la veille. Il a été particulièrement violent pendant la campagne contre tous ceux qui ne pensaient pas comme lui. Comment un type qui a autant divisé peut aujourd'hui rassembler? C'est impossible. Aux quatre coins du pays, des milliers d'Américains sont spontanément descendus dans la rue. Dans les grandes villes, dans les universités, les bastions traditionnellement démocrates où l'élection de Trump ne passe pas. Comme ici à Los Angeles, eux protestent contre les positions anti-immigration du président élu. Son effigie est même brûlée sous les applaudissements. Rassemblement encore à New York devant le domicile du milliardaire. Surtout des jeunes qui n'hésitent pas à le comparer à Hitler. Ils ne décolèrent pas. C'est un raciste, un sexiste, c'est un néo-nazi et il ne mérite pas d'être notre président. Même si on ne peut rien faire, maintenant que l'élection a eu lieu, mais c'est important de lui montrer que nous, on a les boules. C'est juste affreux. En Californie, dans l'Iowa ou au Texas, ce sont des lycéens qui ont battu le pavé pour protester. Une partie de la jeunesse américaine en colère, elle qui soutenait massivement Obama, cherche aujourd'hui des raisons d'espérer. Et pour prendre la mesure de ce mouvement de contestation, on retrouve Jacques Cardoz en direct de Washington. Jacques, est-ce que ces manifestations anti-Trump peuvent s'inscrire dans la durée ? Eh bien écoutez, on avait vu il y a 2 ans avec le mouvement des Black Lives Matter, que l'on peut traduire par la vie des Noirs importe, à l'issue des bavures policières, que ces mouvements savent s'inscrire dans la durée, même si il y a 2 ans, il s'agissait d'un mouvement qui était plus marginal, semble-t-il, que ce que l'on a vu la nuit dernière. Mais il faut aussi relativiser parce que, évidemment, même si on a le sentiment d'une Amérique coupée en deux, cette Amérique-là, c'est aussi celle des démocrates et d'Hillary Clinton. Alors il faudra quand même laisser passer le temps de l'amertume, de la colère. J'entendais beaucoup de gens dire depuis ce matin qu'ils étaient aussi fiers, d'un autre côté, de du processus électoral et de la démocratie qu'est les États-Unis d'Amérique. Et évidemment, vous savez, ici, on est avant tout légaliste et respectueux des institutions. Oui, et Jacques Cardoz, en tout cas, ce qui est certain, c'est que la phase de transition, elle, est lancée et elle commence dès aujourd'hui. Donald Trump et Barack Obama doivent se voir cet après-midi. Oui, et c'est une rencontre qui, d'une façon ou d'une autre, est liée à ce que l'on vient de voir, en tous les cas, à cette idée que l'Amérique est coupée en deux, car l'un et l'autre représentent, d'une certaine façon, ces deux facettes, de l'Amérique, et on rentre effectivement dans une phase de transition. L'un et l'autre ont donc un rôle essentiel à jouer dans leurs signes, dans leur façon aussi de parler et de s'adresser aux médias. On scrutera évidemment tout cela. On se souvient que Barack Obama avait mimé le Donald Trump en parlant du Troisième Reich et en faisant le salut du Troisième Reich. Ce n'est pas rien. On se souvient aussi que de l'autre côté, Donald Trump n'a pas cessé de dire du mal de Barack Obama. Donc ils doivent l'un et l'autre évidemment montrer des signes d'apaisement. Donald Trump a rappelé qu'il voulait être le président de tous les Américains. À lui de le prouver. Merci Jacques Cardoz en direct de Washington. Et au lendemain de cette élection, c'est un document que l'on vous propose. Une plongée dans l'Amérique de Donald Trump. Cette Amérique profonde qui a voté pour lui et que nous avions rencontré il y a quelques semaines alors qu'une de nos équipes avait traversé le pays sur la fameuse route 66. Aujourd'hui, bien sûr, tout ce qu'ils nous ont dit, raconté, confié prend une toute autre dimension. Un document signé Stéphanie Pérez et Chloé Cormery. Le long de la route 66, ici en Arizona, son nom s'affiche sur les pelouses impeccables. Et il est aussi sur toutes les lèvres dans ce camping proche du Grand Canyon. Ici, c'est la classe moyenne en vacances que nous rencontrons. Des Américains qui se sentent oubliés et qui pourfendent leurs élites. Ce n'est pas un politicien. On en a marre des politiciens. Il faut que ça change vite. Parce que pour l'instant, nos dirigeants profitaient juste du système et ne s'occupaient pas de la classe moyenne.
Je crois qu'il faut quelque chose qui secoue le système. On a un vrai besoin d'un grand changement, pas un petit changement, un grand changement. Et il nous aidera, parce qu'il a cet esprit d'entreprise et il conduira le pays comme une entreprise. Donald Trump l'a emporté à 73% dans ce comté, où commerces et entreprises ferment les uns après les autres. Il a même séduit des électeurs historiques du Parti démocrate, comme ce barbier d'origine mexicaine, âgé de 79 ans. Il ne sera peut-être pas exactement le meilleur. Il n'est pas parfait, mais qui est parfait? Il faut qu'on lui donne une chance, on a besoin de changement. Un risque que Retta Atkins a pris elle aussi. Dans les montagnes d'Arizona, elle est chercheuse d'or. Les propos sexistes du nouveau président l'ont choquée, mais elle croit en ses compétences pour relancer l'économie. Ici, de nombreuses mines d'or et de charbon ont fermé. Peut-être qu'il nous aidera à recréer de l'emploi, à faire redémarrer l'économie. Je ne voyais pas Hillary le faire, parce que les choses ont toujours été simples pour elle, alors que lui, il a travaillé dur. Dans l'État voisin, le Nevada, Nancy Kidwell est une femme d'affaires qui a bâti une ville de toutes pièces au milieu du désert. Elle aussi se reconnaît en Donald Trump, comme son ami agent immobilier. Il faut faire revenir toutes les entreprises qui ont été délocalisées. On nous dit que l'économie va bien, mais ce n'est pas vrai, elle ne va pas bien. Beaucoup de gens sont sceptiques. Mais M. Trump est celui qui peut générer de bons business, créer de nouveaux emplois, des revenus et apporter de nouvelles idées. Des Américains qui croient au protectionnisme comme solution miracle. Cette commerçante a été séduite par le discours anti-immigration du 45e président. Il y a beaucoup de criminels qui passent nos frontières et nous causent des préjudices. Mais je trouve étrange qu'on le critique parce qu'il veut construire un mur avec le Mexique, alors que les Européens aussi construisent des murs pour empêcher les migrants. Donc je ne pense pas que ce mur soit une si mauvaise idée. Dans cette Amérique en colère, les électeurs attendent maintenant le redémarrage concret de l'entreprise États-Unis façon Trump. Et désormais, la question qui se pose, c'est de savoir quelle politique Donald Trump va véritablement mener. Plusieurs mesures de son programme pendant la campagne ont fait polémique. Alban Mikosi, on va être très précis avec vous. Qu'est-ce qui est faisable, applicable et qu'est-ce qui ne l'est pas? On commence avec ce fameux mur que Donald Trump veut construire à la frontière avec le Mexique. On va l'écouter. Construisons ce mur, construisons ce mur, construisons ce mur. Vous voyez, il le répète comme une antienne. On l'a vu dans le reportage, on en a entendu parler de manière permanente. Alors ce mur avec le Mexique existera-t-il? Théoriquement, oui, c'est possible de construire un mur avec le pays voisin à partir du moment où vous restez chez vous. Ça coûtera quand même 20 milliards de dollars, ce mur, sur toute sa longueur. Le problème, c'est que Donald Trump veut le faire payer par les Mexicains eux-mêmes. Et là, objectivement, on ne voit pas comment il peut contraindre l'État voisin de payer le mur. Alors, autre mesure phare, la fameuse assurance santé, chère à Barack Obama. On l'écoute. Votez pour moi pour remplacer le plan de santé d'Obama. L'Obamacare, alors ça a été beaucoup l'objet des débats là aussi. Théoriquement, peut-il le détricoter? Oui. Oui, il faudrait pour cela l'accord du Congrès, c'est-à-dire des députés qui sont à la Chambre des représentants, également des sénateurs, la majorité désormais républicaine des deux côtés. Donc, théoriquement, il est possible de détricoter l'Obamacare, même si Donald Trump a précisé qu'il voudrait le maintenir pour les tout petits salaires. Bon, il y a aussi la COP21, l'accord de Paris sur le climat. On va l'écouter. Nous supprimerons l'accord de Paris sur le climat. Alors, supprimer la COP21, c'est pas possible. En sortir, on va voir comment. Théoriquement, les États-Unis ont ratifié l'accord, donc ils ne peuvent pas en sortir. Mais ils peuvent ne pas le respecter. Pendant 4 ans, continuer à recracher dans l'air de la pollution, par exemple avec des centrales à charbon, qu'il a dit qu'il relancerait dans le Nevada. Au bout de 4 ans, on va s'apercevoir que les Américains ne respectent pas leurs engagements. Il y aura un réexamen et les États-Unis pourront sortir de l'accord de la COP21. C'est déplorable, mais théoriquement, ils peuvent le faire. Bon, dernière mesure, Alban, celle qui concerne les musulmans.
Donald Trump demande l'arrêt total des entrées des musulmans aux États-Unis. Alors ça, c'est un slogan de campagne. Il n'est pas question d'interdire l'entrée des musulmans aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la règle américaine l'interdit. La Constitution prévoit qu'on puisse vous interroger sur votre nationalité, sur votre origine ethnique, oui, mais pas sur votre religion. Vous pouvez la garder pour vous et on ne voit pas à quel titre un douanier peut vous interdire de territoire. Eh bien, merci beaucoup, Alban Mikosi, pour toutes ces précisions. À l'international, maintenant, le monde entier est plongé dans l'expectative, notamment sur cette question prioritaire pour de nombreux pays, la lutte contre le terrorisme. Franck Genozo, vous êtes en direct de Jérusalem. D'abord, quelles conséquences peut avoir l'élection de Donald Trump sur le conflit israélo-palestinien ? Eh bien, on va clairement vers un réchauffement des relations diplomatiques avec le gouvernement israélien. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a d'ailleurs été hier parmi les premiers à parler directement avec Donald Trump au téléphone. Donald Trump qui en retour l'a invité à venir le voir le plus rapidement possible à Washington. Donald Trump qui s'était pendant la campagne montré assez réceptif aux idées de la droite dure israélienne actuellement au pouvoir. Certains ministres les plus à droite n'ont d'ailleurs pas hésité hier à voir dans cette victoire la fin du projet de création d'un État palestinien. Et Franck, quelles conséquences maintenant sur la guerre en Irak et en Syrie contre le groupe État islamique ? Et bien sûr, ce dossier, Donald Trump a été très clair. Il veut, je cite, mettre Daesh KO. Et pour cela, il avait, il y a quelques mois, évoqué la possibilité de déployer pas moins de 25 000 soldats américains dans cette perspective. Il veut également un rapprochement avec Moscou, qui est le grand allié du régime syrien. Alors, est-ce que cela veut dire que Donald Trump se montrera plus conciliant que son prédécesseur Barack Obama vis-à-vis de Bachar el-Assad ? Eh bien, sur ce point précis, le futur président américain ne s'est jamais vraiment prononcé. Franck Genozo en direct de Jérusalem, merci à vous. Et ce que nous devons retenir, nous aussi, Français, c'est la manière dont Donald Trump nous perçoit après les attentats du 13 novembre. Il avait eu des déclarations pour le moins fracassantes. Alors voyons dans le détail ce que ce nouveau président élu des États-Unis pense de la France. C'est avec Mathieu Boisseau, Jacques Cardoz et Laurent Desbois. Donald Trump et la France, à peu de choses près, l'histoire se résume à ce yacht, autrefois propriété du milliardaire, le Trump Princess, était en baie d'Antibes à la fin des années 80. Pour le reste, c'est loin d'être l'amour fou. Dans son esprit, ce n'est qu'un petit pays en déclin et une cible pour des déclarations fracassantes. Regardez la France, regardez d'autres pays. C'est catastrophique, les amis, catastrophique. J'ai des amis qui vont en France chaque année, ils aiment ça. Alors je leur dis, et cette année vous avez aimé? Ils m'ont répondu, on ne veut plus y aller. La France, ce n'est plus la France. Pour Donald Trump, la France est avant tout un pays gangréné par le terrorisme et trop laxiste. Si à Paris, des personnes qui ont été si violemment abattues avaient eu des armes, au moins auraient-elles pu avoir une chance de se battre. Ils ne vont pas aimer que je dise ça. Mais regardez ce qui s'est passé à Nice, regardez ce qui s'est passé avec le prêtre. La France n'est plus la France. L'Hexagone ne trouve grâce à ses yeux que lorsqu'il apprend que l'on parle de lui outre-Atlantique. Il dit que je suis un phénomène. Quand je pense que j'allais pas m'arrêter, mais quand j'ai entendu la question quand même. Vous faites la une du journal Le Monde. Oui, c'est un très bon journal et la France un super pays. Sur le plan diplomatique, Donald Trump avoue ne pas connaître personnellement les responsables politiques français. Il ne les a même jamais rencontrés. Mais depuis plusieurs semaines, son entourage est en contact avec des représentants français. Et dans ce contexte, nos entreprises commencent, elles, à s'inquiéter. Nos entreprises qui commercent avec les États-Unis, la première puissance mondiale, et le deuxième client de notre pays. Des PME, des filières entières se demandent si elles vont pouvoir continuer à exporter comme avant. Elles craignent de nouvelles taxes et donc une baisse de leur activité. Plusieurs exemples avec Maëva de Freuen, Ambroise Duché et notre bureau de Lyon. Les États-Unis, un partenaire économique de choix pour la France. Alimentation, pétrochimie, automobile, transport. Les exportations représentent 32,7 milliards d'euros par an. Et depuis 24 heures, c'est l'inquiétude dans cette entreprise de Poitiers. Est-ce que toutes les certifications qu'on a faites pour rendre nos produits homologués et pour faciliter les échanges
vont toujours être d'actualité. Ici, on fabrique, vend et exporte des pergolas haut de gamme en aluminium. Depuis un an, ces produits se vendent aux États-Unis. C'est même aujourd'hui leur premier marché à l'export. Si Trump, effectivement, augmente les normes, les régulations, les réglementations protectionnistes, ça va être plus compliqué pour nous, finalement, de passer ces barrières et de vendre notre produit sur le sol américain. Autre secteur concerné, l'agroalimentaire et notamment les vins et spiritueux. Dans cette cave coopérative bourguignonne, 25% du chiffre d'affaires est réalisé aux États-Unis. Et l'optimisme n'est pas au rendez-vous. Ce qui peut changer, c'est le prix de vente aux consommateurs américains, avec un droit de douane qui augmenterait et avoir des augmentations de prix qui pourraient être de 1 ou 2 $ sur la bouteille, et ce qui a un impact immédiat sur le volume de vente. Donald Trump veut aussi privilégier les anciens fleurons des États-Unis, l'automobile, la pétrochimie et les nouvelles technologies notamment. Le protectionnisme affiché du nouveau président aura-t-il un impact important sur l'économie française? Selon cet expert, il faut relativiser. Et on voit sur les marchés aujourd'hui une réaction qui est plutôt positive. On ne s'attendait pas forcément à ça, mais finalement c'est un candidat pro-business qui a été élu aux États-Unis, et les Américains ont l'air de vouloir continuer à faire du commerce avec beaucoup de pragmatisme avec le reste du monde. Il faudra attendre les premières déclarations de Donald Trump pour tenter d'évaluer l'impact réel de sa politique économique. Oui, et ce soir, ne manquez pas l'émission politique avec David Pujadas et Léa Salamé qui bouleverse sa programmation après cette élection présidentielle américaine qui a surpris tout le monde. Plusieurs invités pour débattre de ce thème.